Au cœur du quotidien des communautés établies à son embouchure, le fleuve Saint-Laurent façonne les territoires et les imaginaires. Berceau de notre histoire, source de vie et espace de loisirs, il s'impose comme une véritable entité, presque comme un personnage à part entière. Nombreux sont les artistes qui s'en inspirent. Par ses eaux, tantôt calmes, tantôt indomptables, par les matériaux qu'il façonne et dépose sur ses rives, ou encore par sa majestueuse présence chargée de mémoire qui relie entre elles les communautés riveraines. Aujourd'hui, on vous présente 3 artistes qui ont le fleuve dans la peau et pour qui cette majestueuse étendue d'eau s'inscrit directement dans leur démarche artistique. Bienvenue à Question de culture. Figure émérite de la danse contemporaine, dont le travail est reconnu à l'international, Chantal Caron trace depuis plus de 3 décennies une œuvre à la fois exigeante et profondément ancrée dans le territoire. Chorégraphe et cinéaste, elle façonne avec sa compagnie Fleuve Espace Danse des images d'une puissance rare où le corps dialogue, parfois sauvagement, avec les éléments. Rencontre avec une passionnée pour qui le fleuve Saint-Laurent est devenu un véritable partenaire de création, espace d'audace et de poésie. Le fleuve, pour moi, c'est comme dans mon ADN, parce que je suis née avec... Quand j'étais petite, j'ai joué là, toute seule, en solitaire, avec ma cousine aussi. On se racontait plein d'histoires de bonhommes puis de monstres qu'il y avait au fleuve. Ça n'a jamais été comme quelque chose qui est en dehors de ma vie, en dehors de ma personnalité. Fait que c'est vraiment comme une deuxième maison. Puis je pense que c'est là aussi qu'est apparu mes premières chorégraphies parce que je nommais mes roches. J'avais la roche de la danse, j'avais un salon. J'étais tout le temps dans l'imaginaire quand j'allais au fleuve. C'était fou, là. C'était vraiment comme une façon pour moi d'aller jouer puis d'être avec moi-même. Ça fait longtemps que le fleuve est aussi fait partie de l'éducation au niveau de la danse parce qu'on sortait les élèves, on les mettait sur les parvis d'église. Moi, je les ai mis ici aussi à danser, à venir s'exprimer dans des jardins. Quand on a commencé vraiment à s'inspirer de la nature, moi, on m'a donné quelques sous pour faire quelque chose, pour faire une prestation. Et là, j'ai invité des danseuses. Je les ai mis ici. Puis on a commencé à travailler, puis il est passé un oiseau. Puis cet oiseau-là, après, bien, il est devenu une gestuelle. On a mis les mains comme ça. On a commencé à prendre des positions d'oiseau. On s'est appuyé. On est allé faire des ailes. Puis après, dans le processus, moi, j'avais les oies blanches ici, ils viennent manger. Ils sont ici le printemps, ils sont ici l'automne. Fait que les oies blanches ont pris parti pris de ce premier oiseau-là qu'on a vu. C'est devenu une pièce chorégraphique qui s'est appelée 73 degrés nord, l'île des ailes, qui s'est promenée un petit peu partout au Québec. Puis, à la fin d'un long processus, bien, c'est devenu un film qui s'est appelé Prendre le nord, qui a été tourné ici avec 12 danseurs. Marée Noire parle d'une catastrophe humaine et écologique. Puis à un moment donné, j'ai dit, on va épouser ça, cette cause-là. Chez nous, il y avait quelque chose à faire qui était une toile de piscine. Puis c'est mon mari qui m'a dit, Chantal, tu devrais faire quelque chose avec ça. Fait que j'ai dit oui, c'est une bonne idée. Puis en plus, c'est très esthétique, c'est beau. Je suis arrivée avec ça ici au parc des Trois-Bérets. On a installé ça à terre, on a fait un trou là-dedans. Mes 2 danseuses ont embarqué. C'est devenu une marée de pétrole. C'est fou, là, mais il y a
personne qui sait qu'il y a à peu près un déversement de pétrole à chaque jour dans tous les océans du monde entier. On n'en parle pas, mais ça existe. Puis moi, c'est pas mon discours de parler politique, mais en même temps, quand les gens me posent la question, bien, ça me donne l'occasion d'en parler puis de dire « Oups, ça va peut-être faire un petit bout de chemin, qu'il y a une oreille qui l'entend ou un être qui est touché par ça. » Fait que, tu sais, l'art, ça peut servir aussi à se déployer aussi après la forme artistique. Bien, quand l'artiste a une parole, bien, on peut dire ces choses-là. Les défis de Marée Noire, ça a été, bon, d'avoir des interprètes qui vont accepter de danser au froid, mais il y a des interprètes qui aiment aussi ce genre de défi-là. Fait qu'une fois que tu les as, tu fais comme OK, on va y aller. Puis moi, j'avais déjà fait un film sur les glaces qui s'appelle Glace, crevasses et dérives, puis j'avais pas été au bout de cette affaire-là. Fait que j'ai rappelé Jean-François Lachance, qui a les croisières Lachance ici à Berthier. J'ai dit, Jean-François, on retourne à nouveau avec les glaces. On est parti, on a pris 3 jours en bateau. Il faut les trouver, les bonnes glaces aussi, pour mettre les interprètes dessus. Fait que ça aussi, c'était un défi, mais j'étais bien accompagnée avec UMA 17 aussi. S'il y avait eu un danger, le UMA aurait été capable de faire un sauvetage. Fait que ça n'a pas été fait à l'aveuglette. Il y avait quand même, on était très, très, très sécure. Et ça a été très, très agréable. Tout le long, je me pinçais. Tout le monde se pinçait. Parce que d'être au fleuve en février, à courir des glaces, à mettre 2 danseuses sur des glaces, puis à dire « on le fait, là, c'est vrai, là ». C'est vraiment fabuleux. Tu es en plein milieu du fleuve, tout le tour, il y a de l'eau, il y a des glaces, puis tu as 2 danseuses qui sont là. Fait que je suis très contente de ce film-là. Il y a une scène dans Marée Noire où les 2 femmes sont nues, mais complètement nues. Et il y a une tempête. Et la préparation, la seule chose que moi je trouvais à leur dire, puis ces 2 femmes-là avaient accouché, j'ai dit, ben ça durera pas. Ça va être terrible, mais ça va pas durer longtemps. Puis j'ai dit, 1 minute, donnez-moi 1 minute. Puis je dis, vous êtes capable de passer au travers à partir du moment où vous rentrez à l'intérieur puis que c'est le souffle qui vous mène. Puis on fait ça comme des athlètes extraordinaires. Puis la scène dans le film, elle dure quoi? Quelques secondes, là. Mais pour moi, c'est important parce que j'aime ça, mettre les corps, je dirais pas au service de la nature, mais comme en communion. Puis de voir que la nature est encore plus forte que nous. Tu sais, elle s'en fout qu'il y ait 2 corps tout nus dans une tempête. Et là, elle existe, fait tempête, il neige. De mettre ça en image, moi, c'est un beau défi. Je pense que c'est ce que j'aime le plus. Comment démontrer que la nature est forte, mais en même temps, comment montrer l'harmonie entre la danse, les corps et la nature. C'est tellement fabuleux ce que l'œil de la caméra peut nous donner, toutes les angles qu'on peut aller chercher. Pour moi, ça a apporté une nouvelle dimension aux chorégraphies. Maintenant, quand je chorégraphie, la caméra est toujours avec moi. C'est comme si je chorégraphie maintenant avec un peu plus un œil de cinéaste. Je trouve ça fabuleux. Je trouve que la caméra nous donne plein de détails que l'art vivant ne peut pas nous donner. C'est comme un aboutissement inespéré, inusité, puis c'est ce qui m'amène partout dans le monde maintenant. Je pense que toute l'accumulation du territoire, de la passion, et pour finaliser, l'œil d'une caméra, c'est... Puis je ne serai jamais une experte, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. Peut-être que les glaces qu'on a derrière nous, ça se pourrait que tantôt, il n'en existe même plus. Alors, si Marée Noire va peut-être devenir quelque chose, un archive du Québec qui fait que, ah, mais il y avait des glaces encore en 2026. Fait que, tu sais, je le fais pas encore une fois, je le fais pas pour ça. Mais quand on a fait ce film-là, c'est comme si, intuitivement, il y avait quelque chose de très fort, de parler aussi du patrimoine hivernal qu'on a chez nous, qui est tellement beau. C'est pas facile, mais c'est chez nous. Puis on respire l'air pur, il y a une neige aujourd'hui qui tombe, c'est merveilleux, c'est beau. C'est ces petites choses-là qui fait, dans le fond, le bonheur d'une vie.
Figure incontournable des métiers d'art au Québec, Catherine Chedy développe depuis plus de 20 ans une pratique joaillière d'une grande finesse, à la croisée de la rigueur technique et de la recherche esthétique. Les matériaux avec lesquels elle façonne ses bijoux, elle les trouve principalement parmi ce que les vagues du fleuve laissent derrière elle sur la grève. Découvrez cet artiste pour qui le bijou dépasse l'ornement pour devenir un espace de mémoire, de recherche et de résonance intime. Le bijou, pour moi, c'est un moyen de m'exprimer, comme une sculpture ou une peinture. Donc, c'est un médium d'expression en soi. C'est certain que disons, le métier d'art, donc ma faculté à transformer la matière, est au profit de l'expression. Donc, de fabriquer un objet qui va être... qui va parler, qui va avoir un discours à l'arrière ou qui va évoquer un sens. Il y a beaucoup de matériaux du fleuve Saint-Laurent que j'utilise dans ma pratique. En fait, je suis une accumulatrice, une cueilleuse de matières, surtout des matières industrielles, donc qui proviennent du passé puis qui parlent un peu de l'histoire de Lévis, où mon atelier est situé, où je suis née aussi. Donc, j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça, là, ramasser ce qu'on appelle des cochonnerie pour certaines personnes, mais pour moi, c'est plus précieux que ça parce que ça raconte l'histoire du lieu, puis ça m'inspire beaucoup chacune des matières. Donc, par exemple, du charbon trouvé proche de la traverse de Lévis, où il y avait un débarcadère de charbon à l'époque où on utilisait ce matériau-là pour se chauffer. Il y a du silex que sur lequel j'ai travaillé là, pendant quelques années et que je travaille encore sur une collection qui s'appelle Le fleuve porteur d'histoire. Puis le silex, en fait, n'est pas originaire du Canada. Il vient de l'Europe, dans les bateaux. Donc, fin 16e siècle, début 17e siècle. Dans le fond, les bateaux qui arrivaient d'Angleterre et de France mettaient dans leur cale, pour faire du ballast, donc du poids, du silex. Puis, arrivé ici, déversaient le silex sur le bord du fleuve, donc sur les plages, et repartaient avec des denrées, là, principalement du bois pour construire l'Europe. Donc moi, ça m'a interpellée parce que déjà, au départ, c'était vraiment la matière comme telle que je trouvais intéressante. Je les trouvais belles, ces pierres-là. Je me disais, il y a un potentiel là. Puis en les polissant, je trouvais vraiment qu'il y avait une profondeur. Puis là, c'est là que j'ai découvert toute son histoire. Dans la série Le fleuve porteur d'histoire, j'ai travaillé avec du charbon, puis des os d'esturgeon que, en fait, j'ai amalgamé ensemble. D'ailleurs, cette série-là s'appelle « S'amalgamer au paysage ». Donc, c'est vraiment... les os d'esturgeon ont été recouverts de charbon. Puis, il y a une monture là, en métal qui vient faire la structure et riveter. Donc, c'était vraiment s'amalgamer au paysage. C'est comme porter une partie du paysage, mais aussi de l'histoire de cette matière-là qui fait que les plages sont noires, en fait, à Lévis. Si vous vous promenez, vous allez voir, il reste encore des résidus. Donc, encore une fois, c'est le paysage qui se transforme par la trace de l'histoire. Donc, c'est ce que j'ai voulu exprimer dans ces pièces-là. La nature des matériaux que j'utilise, dans le fond, oui, souvent, c'est des matériaux industriels, mais je m'intéresse aussi à ce qui est organique, naturel. Donc, par exemple, les os de poisson. Donc, c'est vraiment disons, une image du paysage que je veux présenter dans mes bijoux. C'est sûr que
l'histoire en arrière de chacune des matières, même les matières organiques m'intéressent parce que je fais beaucoup de relations aussi avec ma propre histoire. Donc, par exemple, les os de poisson, là, c'est surtout des os d'esturgeon, mais dans les formes, tout ça, souvent, je m'inspire de l'anguille, par exemple. Puis, mon grand-père était pêcheur d'anguilles, donc c'est souvent des relations qui se passent dans ma tête quand je suis en train de créer. Puis, pour moi, c'est très important. Mon processus de travail, il s'oriente toujours vers la matière. Donc, je découvre la matière, puis ensuite, je découvre comment la travailler. Donc, je vais chercher des techniques particulières de taille de pierre, par exemple, ou d'assemblage, de réassemblage de matière, parfois avec des résines. Donc, je les coupe, je les scie. Donc, je les mets pas brutes comme telles. Il y a toujours une transformation qui s'opère sur le matériau, puis pour faire des formes que je vais pouvoir assembler par la suite. Donc, c'est vraiment de façon intuitive que je travaille. Puis souvent, l'histoire, le sens émerge en travaillant. Comme là, en ce moment, je travaille avec de la céramique. Donc, c'est des anses de tasses que j'ai trouvées sur le bord du fleuve. Puis là, aujourd'hui, avec les marées, bien, ces déchets-là apparaissent. Et il y a quand même beaucoup de pièces de céramique là, anglaises ou made in Japan, qui étaient de la porcelaine, qui étaient très prisées à l'époque. Au départ, je les assemblais, tout simplement. Puis après ça, je suis venue à les brûler, puis à les retransformer, les recasser ou qui se cassaient seulement en les travaillant. Comme je dis, j'apprends à travailler avec la matière, puis c'est fragile, donc ça casse. Donc je dois trouver des solutions pour réassembler, pour reconstruire. À chaque fois que je trouve une nouvelle matière, j'essaie de chercher son origine. Donc, pourquoi est situé là? C'est sûr que ici, c'est des anses, donc où le fleuve Saint-Laurent, puis toutes les vies, c'est des anses. L'anse Russell, l'anse Brown, l'anse, encore des noms anglais. Puis, il y avait des usines. Donc, souvent, j'ai des indices de l'endroit où je trouve mes matériaux qui m'indiquent leur origine. Puis ensuite, je fais des recherches. Je fais des recherches visuelles sur Google. Je fais des recherches auprès d'archéologues, de personnes ressources. Il y a David Gagné là, de la ville de Lévis qui m'a aidé aussi, entre autres, pour l'histoire du silex. Donc, j'essaie d'approfondir mes connaissances à chaque fois. Mais d'abord, c'est toujours la matière comme telle qui m'intéresse parce que je la trouve... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ça. La forme m'intéresse. Puis ensuite, j'explore et je fais mes recherches. Et il y en a que j'ai toujours pas trouvé les origines, donc j'ai des matériaux qui attendent à trouver leur histoire. Ça va venir un jour. En 2025, elle a remporté le prestigieux prix du Calque Artiste de l'année. Anne-Marie Proulx est une artiste visuelle qui crée, aux abords du fleuve, des univers poétiques où photographies, textes et installations dialoguent pour explorer les liens qui unissent le territoire au vivant. Rencontre avec une artiste sensible et à l'écoute de l'invisible, pour qui vivre aux abords du fleuve s'est imposé non pas comme un choix, mais comme une évidence. J'ai grandi au bord du fleuve à Lévis, puis je suis enfant unique. Donc, j'étais souvent toute seule. Puis je pense que la présence du fleuve, pour moi, ça a été une présence rassurante. Je l'ai comme pris un peu comme un membre de la famille avec qui je passais du temps. Puis, donc, ça a beaucoup alimenté mon imaginaire. Ça a occupé beaucoup de mes moments quand j'étais petite, de jouer avec l'eau, avec les roches.
L'importance du fleuve pour ma pratique est arrivée peut-être un petit peu plus tard parce qu'à un moment donné, j'ai quitté aussi le bord du fleuve. J'habitais en ville, donc le fleuve était moins dans ma vie. Mais ça a toujours resté important. Je cherchais toujours des moyens de retourner au fleuve jusqu'à un moment où j'ai vraiment eu envie de revenir vivre près du fleuve puis de pouvoir le vivre au quotidien. Une des choses qui caractérise ma pratique, c'est que je travaille la photographie argentique. Donc, quand je vais faire mes images, l'image que j'ai faite, je la connais pas encore. Donc, c'est quelque chose qui me plaît parce que ça me permet de plus être dans le moment présent, de pas être en train de regarder est-ce que ma photo a été bien prise, est-ce qu'il faut que je la recommence. Donc, je suis plus dans l'intuition. Des fois, je pense qu'une image va être super, puis finalement, c'est pas nécessairement ça le résultat. Puis des fois, c'est l'inverse. Des fois, ça peut avoir l'air banal, puis quand ça se retrouve en image, bien, il y a quelque chose qui se passe. Puis entre le moment où je fais ma prise de photos, puis le moment où je les découvre, bien, j'ai l'impression que dans cet espace-temps-là, les images, ils se détachent un petit peu de moi, puis deviennent comme... ont leur propre vie, leur propre voix. Puis j'ai l'impression d'entrer en relation avec mes images de cette façon-là, d'être moins dans le contrôle de produire une image. Je vais rencontrer une image. Ma démarche artistique, pour moi, c'est comme un prétexte pour être en relation avec ce qui m'entoure. Donc, autant en résidence d'artiste à l'international, où le fleuve est très loin, bien, je vais m'attarder à ce qui est là, je vais y porter attention, je vais m'intéresser à ce qui se présente à moi. Puis, bien, dans le contexte ici, bien, c'est un peu la même chose. C'est que dans le fond, la photo, pour moi, c'est vraiment une façon de porter attention d'une autre façon. Parce que j'ai l'impression que quand j'ai ma caméra avec moi, je regarde pas les choses de la même façon. Ça me permet d'entrer en relation d'une autre façon avec ce qui m'entoure. C'est drôle parce que dans le fond, le fleuve, je le photographie très peu directement. Il est comme présent, il est autour de ce que je photographie, mais ce que je photographie, c'est beaucoup ce qui est plus proche de moi. Bien, en fait, depuis que j'habite à Saint-Roch-des-Aulnay, les premières fois que je suis allée au bord du fleuve, j'ai croisé un arbre, un saule, puis c'est un arbre qui m'a tout de suite beaucoup touchée parce qu'il est abîmé, en fait. Là, les troncs ont été coupés puis sont rabattus au sol. Puis quand j'ai vu cet arbre-là, j'ai vu vraiment une force puis en même temps une fragilité dans ce même être-là. Puis étant donné que les troncs sont tombés au sol à différents endroits, bien, on peut entrer à l'intérieur. Fait que le saule est un peu comme une cabane, un refuge, un endroit où on peut aller pour se réfugier, justement. Là. Donc, c'est beaucoup autour du saule que je fais des photos. Mais étant donné que le saule est près du fleuve, bien, le fleuve participe à l'ambiance. Ma façon de travailler est souvent dans la durée. Souvent, mes projets vont prendre là, plusieurs années. Donc, je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps. Donc, par exemple, toutes les images que je fais autour du saule, ça va bientôt faire 5 ans que je vis ici à Saint-Roch. Donc, c'est depuis ce temps-là que j'accumule les photos. Là, on est en hiver, mais j'en ai pris à toutes les saisons, différentes températures. Donc, ça influence beaucoup le type d'image que je peux faire. Puis, en parallèle, bien, je travaille sur d'autres projets. Je travaille souvent en collaboration avec d'autres artistes aussi. Comme là, en ce moment, j'ai un projet de collaboration avec Sarah Tremblay. Notre projet s'appelle Fleurs coupées. Donc, on explore par l'image de la fleur coupée les blessures de la vie, puis comment on fleurit quand même malgré les blessures. Sarah, elle vit en Estrie, près d'un champ. Donc, elle est très loin du fleuve, tandis que moi, bien, je vis ici, près du fleuve. Puis, ça me fait concevoir le fleuve comme une forme de jardin aussi. Puis, un autre projet sur lequel j'ai travaillé dans les dernières années, c'est les eaux, avec Claire Moder et Alfia Jonca. C'est un projet qu'on a mené surtout aux îles de la Madeleine, autour de la question de l'érosion côtière.
c'est quand même un sujet très important aux Îles-de-la-Madeleine parce que c'est un endroit où ils le vivent là, particulièrement. Il y a beaucoup d'enjeux d'érosion. Puis, on est allés toutes les trois ensemble là-bas rencontrer des gens. Puis ces rencontres-là, dans le fond, nous ont donné l'occasion de faire des images de ce qu'on voyait, mais aussi écrire de la poésie inspirée par ces rencontres-là. Donc oui, ça parle de fragilité, mais de résilience, de force, de comment une communauté se tient ensemble dans un contexte comme celui-là. Une des choses qui me plaît beaucoup du fleuve à Saint-Roch, c'est qu'il s'ouvre beaucoup. Des fois, on voit même pas les montagnes à l'horizon, donc on se rapproche plus de la mer. Une des choses que j'adore de vivre près du fleuve aussi, c'est que je revisite toujours le même endroit. En fait, je revisite toujours le même bord de fleuve, mais il est toujours différent. Il n'est jamais pareil. Puis je sais jamais qu'est-ce que je vais rencontrer chaque fois que je sors de chez moi, même si je retourne visiter le même endroit. Puis ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'apprendre à le connaître de plus en plus au fil de ses humeurs, de ses lumières. Trois artistes, trois disciplines et pourtant une même présence, celle du fleuve Saint-Laurent qui pulse, érode, dépose, transforme. D'un rivage à l'autre, il devient scène à ciel ouvert, laboratoire sensible, coffre au trésor. À travers la danse, les arts visuels et les métiers d'art, il se révèle tour à tour mouvant, fragile, puissant. Et le Saint-Laurent n'a pas fini de nous surprendre. Il chante encore dans d'autres voix, inspire d'autres gestes, appelle d'autres élans créateurs. Il offre un territoire infini de possibles. Merci d'avoir été des nôtres. À Questions de culture, nous continuons à explorer ce qui relie et inspire les artistes de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches.